Le meilleur des mondes, écrit par Aldous Huxley, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 13. La silhouette de Henry Foster apparut dans la pénombre du dépôt des embryons. « Voulez-vous venir au cinéma Santan ce soir ?» Lénina refusa d'un hochement de tête, sans mot dire. « Vous sortez avec quelqu'un d'autre ?» Cela l'intéressait de savoir lesquels de ses amis, hommes et femmes, étaient présentement ensemble. « Est-ce avec Benito ?» demanda-t-il. Elle hocha de nouveau la tête. Henri perçut la lassitude dans ses yeux pourpres, la pâleur sous ce regard de lupus, la tristesse aux commissures de la bouche cramoisie et sans sourire. « Vous ne vous sentez pas malade, dites ?» demanda-t-il, avec une pointe d'inquiétude, craignant qu'elle ne souffrît de l'une des quelques maladies contagieuses qui subsistaient encore. Une fois encore, Lénina hocha la tête. « En tout cas, vous devriez aller voir le médecin, dit Henri. Un médecin par jour foin du mal d'alentour, ajouta-t-il du fond du cœur, faisant pénétrer bien à fond d'une tape sur l'épaule son adage hypnopédique. Peut-être avez-vous besoin d'un succédané de grossesse, hasarda-t-il, ou bien d'un traitement de succédané de passion violente, extra fort. Parfois, n'est-ce pas, le succédané de passion normale n'est pas tout à fait... Oh, pour l'amour de Ford, dit Lénina, rompant son silence obstiné. Taisez-vous. Et elle se retourna vers ses embryons négligés. Un traitement de SPV ? En vérité, elle en aurait ri, si elle n'avait pas été sur le point de pleurer, comme si elle n'avait pas suffisamment de PV pour son compte. Elle soupira profondément en remplissant sa seringue. John, murmura-t-elle pour elle-même, John. Puis, Montford, se demanda-t-elle, ai-je donné à celui-ci son injection de maladie du sommeil ou non ? Il lui fut absolument impossible de s'en souvenir. En fin de compte, elle résolut de ne pas courir le risque de lui en donner une seconde dose, et s'avança le long de la rangée vers le flacon suivant. À 22 ans, 8 mois et 4 jours de ce moment, un jeune alpha moins, plein de promesses, administrateur à Mwanza, devait mourir de trypanosomiase. Premier cas depuis plus d'un demi-siècle. Soupirant, Lénina reprit son travail. 1 heure plus tard, au vestiaire, Fanny protestait énergiquement. « Mais c'est absurde de se laisser mettre dans un état pareil. Tout bonnement absurde, répéta-t-elle. Et à propos de quoi ? D'un homme, d'un homme. Mais c'est celui que je veux. Comme s'il n'y avait pas des millions d'autres hommes au monde. Mais je n'en veux pas. Comment pouvez-vous le savoir avant d'avoir essayé ? J'ai essayé. Mais combien ? demanda Fanny, haussant les épaules avec mépris. 1, 2, des douzaines, mais avec un hochement de tête. Ça n'a servi à rien, ajouta-t-elle. Eh bien, il faut persévérer, dit Fanny, d'un ton sentencieux. Mais il était évident que sa confiance en sa propre ordonnance avait été ébranlée. On ne peut arriver à rien sans persévérance. Mais en attendant, n'y pensez pas. Je ne peux pas m'en empêcher. Prenez du soma alors. C'est ce que je fais. Eh bien, continuez. Mais dans les intervalles, il me plaît encore, il me plaira toujours. Eh bien, s'il en est ainsi, dit Fanny d'un ton décidé, pourquoi n'allez-vous pas tout bonnement le prendre, que cela lui plaise ou non ? Mais si vous saviez comme il est terriblement bizarre. Raison de plus pour choisir une ligne de conduite ferme. C'est très joli à dire cela. Ne tolérez pas de bêtises, agissez. La voix de Fanny était une trompette. Elle aurait pu être une conférencière de la YWFA faisant une causerie du soir à des bêta-moins adolescentes. Oui, agissez, immédiatement. Faites-le dès maintenant. J'aurai la frousse, dit Lénina. Eh bien, il n'y a qu'à prendre d'abord un demi-gramme de soma. Et maintenant, je vais prendre mon bain. Elle partit d'un pas décidé, traînant derrière elle sa serviette. La sonnerie retentit, et le sauvage, qui espérait impatiemment que Helmholtz viendrait cet après-midi-là, car s'étant enfin décidé à parler à Helmholtz de Lénina, il ne pouvait pas supporter de retarder d'un instant ses confidences, se mit debout, d'un bond, et courut à la porte. « J'ai eu un pressentiment que c'était vous, Helmholtz, cria-t-il en l'ouvrant.
Sur le seuil, vêtu d'un costume marin blanc en satin à l'acétate, d'un béret blanc posé avec crânerie sur l'oreille gauche, se tenait Lénina. Oh, dit le sauvage, comme si quelqu'un lui avait porté un coup vigoureux. Un demi-gramme avait suffi à faire oublier à Lénina ses craintes et ses embarras. Eh bien, John, dit-elle avec un sourire, et elle passa devant lui pour entrer dans la pièce. Automatiquement, il ferma la porte et la suivit. Lénina s'assit. Il y eut un long silence. Vous ne paraissez pas très content de me voir, John, dit-elle enfin. Pas content? Le sauvage la regardait d'un air de reproche. Puis il tomba soudain à genoux devant elle, et prenant la main de Lénina, la baisa révérencieusement. Pas content? Ah, si seulement vous saviez, murmura-t-il, et rassemblant son courage pour lever les yeux sur son visage. Lénina que j'admire, reprit-il, sommet même de l'admiration, digne de ce qu'il y a de plus cher au monde. Elle lui sourit avec une tendresse délicieuse. Ô vous si parfaite! Elle se penchait vers lui, les lèvres entr'ouvertes, créée si parfaite et sans égale, de plus en plus près, faite de ce qu'il y a de meilleur chez tous les êtres, encore plus près. Le sauvage se redressa soudain debout. C'est pourquoi, dit-il, parlant en détournant les yeux, je voulais d'abord accomplir quelque chose, je veux dire, prouver que j'étais digne de vous. Non pas que je puisse y réussir véritablement jamais, mais je voulais du moins prouver que je ne suis pas absolument indigne. Je voulais accomplir quelque chose. Pourquoi estimez-vous donc nécessaire? Lénina commença la phrase, mais la laissa inachevée. Il y avait une note d'irritation dans sa voix. Quand on s'est penché en avant de plus en plus près, les lèvres entr'ouvertes, pour se trouver sans plus tout à coup, tandis qu'un lourdeau imbécile se remet debout, penché sur une place vide, Montford, on a quelques sujets, même avec un demi-gramme de soma circulant dans son sang en mouvement, on a quelques raisons sérieuses d'être contrarié. Amalpé bredouillait le sauvage d'un ton incohérent, il fallait lui apporter la dépouille d'un lion des montagnes, je veux dire, quand on désirait épouser quelqu'un, ou bien un loup. Il n'y a pas de lion en Angleterre, dit Lénina d'un ton presque tranchant. Et si même il y en avait, ajouta le sauvage, avec un ressentiment méprisant et soudain, on les tuerait en hélicoptère, je suppose, avec des gaz toxiques, ou quelque chose de ce genre. Moi, je ne ferai pas cela, Lénina. Il rejeta les épaules en arrière, il s'enhardit à la regarder, et croisa son regard d'incompréhension contrariée. Confus. Je ferai n'importe quoi, reprit-il, avec une incohérence croissante. Tout ce que vous me commanderez. Il est des jeux qui sont douloureux, vous le savez, mais la difficulté en rehausse les délices. Voilà ce que j'éprouve. Je veux dire que je balayerai le sol si vous le désiriez. Mais nous avons des aspirateurs ici, dit Lénina abasourdie. Ce n'est pas nécessaire. Non, bien entendu, ce n'est pas nécessaire. Mais il est certaines choses basses qu'on subit noblement. Je voudrais subir quelque chose noblement. Vous ne voyez donc pas? Mais puisqu'il y a des aspirateurs, là n'est pas la question. Et des epsilon semi-avortons pour les faire fonctionner, reprit-elle. Alors en vérité, pourquoi? Pourquoi? Mais pour vous, pour vous. Rien que pour vous prouver que je... Et quel rapport peut-il bien y avoir entre les aspirateurs et les lions? Pour vous prouver combien... Ou entre les lions et le fait que vous soyez content de me voir moi. Elle devenait de plus en plus exaspérée. Combien je vous aime, Lénina, parvint-il à dire, quasiment en désespoir de cause. Comme un emblème du flux intérieur de joie tressaillante, le sang monta aux joues de Lénina. Est-ce vrai, John? Mais je n'avais pas l'intention de le dire, s'écria le sauvage, joignant les mains dans une sorte de paroxysme de douleur. Pas avant que... Écoutez, Lénina, à Malpé on se marie. On quoi? L'irritation avait recommencé à envahir sa voix. De quoi parlait-il maintenant? À jamais. On fait la promesse de vivre ensemble à jamais. Quelle idée affreuse! Lénina fut sincèrement scandalisée. Durant plus que l'éclat extérieur de la beauté, d'un esprit qui renouvelle plus vite que le sang ne flétrit. Quoi? C'est comme cela dans Shakespeare aussi. Si tu romps le nœud virginal,
avant que toutes les cérémonies saintes puissent, de leur rite complet et sacré, pour l'amour de Ford, John, dites des choses sensées. Je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. D'abord, il s'agit d'aspirateurs, ensuite de nœuds. Vous me rendez folle. Elle se mit debout d'un bond, et comme si elle craignait qu'il pût s'enfuir devant elle physiquement, comme il le faisait en esprit, elle lui saisit le poignet. Répondez à cette question. Est-ce que je vous plais réellement, ou non? Il y eut un moment de silence, puis d'une voix très basse, je vous aime plus que tout au monde, dit-il. Alors pourquoi donc ne le disiez-vous pas s'écria-t-elle, et son exaspération était si intense qu'elle lui enfonça ses ongles tranchants dans la peau du poignet. Au lieu de radoter sans fin à propos de nœuds, d'aspirateurs et de lions, et de me faire souffrir des semaines et des semaines, elle lui lâcha la main et la rejeta avec colère. Si vous me plaisiez pas tant, dit-elle, je vous en voudrais avec fureur. Et soudain, elle lui avait passé les bras autour du cou. Il sentit les lèvres de Lénina presser mollement contre les siennes, si délicieusement douces, si tièdes, si électriques, qu'inévitablement il se prit à songer aux embrassements de 3 semaines en hélicoptère. Ouh, la blonde stéréoscopique, et ah, le nègre plus que réel. Horreur, horreur, horreur. Il tenta de se dégager, mais Lénina resserra son étreinte. Pourquoi ne le disiez-vous pas murmura-t-elle, reculant son visage pour le regarder. Elle avait les yeux pleins de tendres reproches. L'antre le plus sombre, le lieu le plus opportun, la voix de la conscience tonnait poétiquement, tout ce que notre plus mauvais génie peut nous proposer de pire ne fera jamais fondre mon honneur en vil désir. Jamais, jamais. Telle fut sa résolution. Grosse bête, disait-elle, je vous voulais si ardemment, et si vous me vouliez aussi, pourquoi n'avez-vous pas... Mais Lénina commença-t-il à protester, et comme elle desserrait immédiatement les bras, elle se reculait de devant lui. Il crut un instant qu'elle agissait selon l'indication muette qu'il avait donnée. Mais lorsqu'elle déboucla sa cartouchière de cuir verni blanc et la pendit avec soin au dossier d'une chaise, il commença à soupçonner qu'il s'était trompé. Lénina, répéta-t-il avec appréhension. Elle porta la main à son cou et tira d'un long geste vertical. Sa blouse blanche de marin était ouverte jusqu'au bord inférieur. Le soupçon se condensa en réalité solide, par trop solide. Lénina, ah, que faites-vous? Zip, zip. Sa réponse se passa de parole. Elle se dégagea de son pantalon à pattes d'éléphant. Sa combinaison culotte, à fermeture éclair, était d'un rose pâle de coquillage. Le thé d'or de l'archichantre pendait sur sa poitrine. Car ces mamelles qui, au travers des barreaux des fenêtres, percent les yeux des hommes. Les paroles chantantes, grondantes, magiques, la faisaient paraître doublement dangereuse, doublement tentante, douce, douce, mais combien perçante, perçant et forant la raison, creusant un tunnel à travers la résolution. Les serments les plus puissants ne sont que paille pour le feu, qui est dans le sang. Pratique, plus d'abstinence, sinon... Zip, la rondeur rose s'ouvrit comme une pomme proprement tranchée. Un frétillement des bras, le soulèvement d'abord du pied droit, ensuite du gauche. La combinaison culotte à fermeture éclair glissait à terre sans vie, comme si elle eût été dégonflée. Vêtue encore de ses chaussettes et de ses souliers, et coiffée de son béret blanc crânement planté de côté, elle s'avança vers lui. « Chérie, chérie, si seulement vous aviez dit cela plus tôt. » Elle tendit les bras.